Bonjour tout le monde, il est 18 h à Paris et comme tous les samedis, on est en direct pendant entre 50 et 55 minutes et on va parler de skate. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel parce que non seulement il fait du skate, mais aussi également du surf. En fait, il est plus connu dans le surf que dans le skate, mais il va nous parler de tout ça. Et puis, techniquement, je voulais vous dire que comme on est en direct, on aimerait bien que vous nous fassiez des commentaires ou si vous avez des questions à nous poser, ou si vous avez des commentaires, ou si vous voulez nous dire quoi que ce soit, profitez-en parce que c'est le moment et surtout quand vous allez savoir. Je sais que vous savez déjà qui est notre invité, c'est Alain Gardinier. Mais bon, si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez lui passer le bonjour, pas de problème, on est là. Et puis, pour nous aider, aujourd'hui, on a, comme d'habitude, Thierry Dupin qui est là. Bonjour Thierry, Ben, comment ça bonjour à va? tous, bonjour mon cher Xavier, je sais que chez toi il est 9 h du matin, donc Ah, c'est pas mal. oui, J'espère que tu as quand même bien pris ton petit déjeuner cette fois-ci. pas Euh, encore. Pas encore, ah bah écoute, bon, bah écoute, tu vas la sauter pour un petit moment parce que notre invité exceptionnel de ce soir, Alain Gardinier, a beaucoup de choses à raconter, n'est-ce pas mon cher Alain? Bonjour. Bonjour. Oui, à peu près que des conneries, mais c'est ça qui est bon. C'est pas grave, C'est c'est ça pas qui est grave. bon. On va pas se prendre au sérieux non plus. Non, mais Non, 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 effectivement, on est devenus des vieux et les vieux, ça a des anecdotes de fêtes. Et c'est donc, Ouais. c'est ça. bon de les raconter, On puis va de se se raconter des souvenir. histoires. Et à Euh, l'époque, c'était comme ça. Et on est toujours obligé de dire aux gens, ok, 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 maintenant on va passer à l'autre sujet, tu vois. Alors, l'autre sujet, ben, la question habituelle, c'est comment tu es venu au skateboard? La première fois que tu as vu ça, ça s'est passé quand? Comment? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Tu étais surfeur, j'imagine, auparavant. Raconte-nous un petit peu cette période-là. Alors, perso, moi, je me suis mis sur un skate la première fois en 64. C'était des skates pourris. J'étais tout gamin, hein, j'avais quoi, 6, 7 ans. Mais j'habitais à Bayonne et mon cousin Jacques Fagal était un surfeur aguerri. Et il était allé récupérer ça en 60, non, c'est en 65. Il était récupérer ça, je crois, chez Joe Moraes. Il me l'avait offert. Donc, gamin, je me baladais avec mon skate pourrave, avec des roues pourraves et tout ça. Et puis, on sait qu'après, ça s'est un petit peu calmé. Et puis, en 75, j'ai eu la chance de partir en Californie. Je rentre dans une boutique et là, le mec, avec qui je suis toujours pote, me dit voilà, les nouveaux skates, polyuréthane, nouveaux trucks, c'est tout. J'étais avec mon copain Christophe Reinhardt, on a halluciné. On a, je sais plus, on avait des trucs comme boulot là-bas pour se les payer et on est revenu. Donc, effectivement, moi, c'était 64 quand j'étais tout gosse et 75. D'accord, d'accord. Donc, tu as connu la période roll surf, entre guillemets, avec les fameuses roues en ferraille, en terre cuite, en plastique. C'est ça, mais j'étais tout petit. Alors, j'ai une photo, je ne l'ai pas retrouvée. Oui, J'étais tout petit. Donc, mais par contre, je savais par mes cousins qu'à Biarritz, c'était plus sérieux, qu'il y avait des mecs qui étaient plus âgés que moi et qui avaient 14, 15 ans et qui eux faisaient des trucs pas possibles avec ces skates en Biarritz devant le surf shop de Joe Moraes, qui était un précurseur. Donc, je suis allé avec un de mes cousins à Biarritz, place Sainte-Eugénie, voir les mecs qui faisaient du roll surf. Ça, c'est c'est ça. toi sur la photo? Non, Ah, ok, non, non, ok. non, non. Là, là, je me demande si c'est D'autres pas. Cadéro. Non, 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 moi j'ai très peu j'ai des photos. Moi j'ai une photo en 75 parce qu'en 75, me voilà parti à Paris et pour faire les études, enfin j'étais gamin. Et j'étais, bon, pour ceux qui connaissent, il y en a pas mal. J'habitais rue Malbranche, c'est-à-dire à côté du Panthéon. Et je devais Mhm. remonter, comment ça s'appelle, à Château d'Eau, à côté de la gare, après Réaumur. Et donc tous les matins, j'attendais le 38, le bus, mais au lieu de monter dedans, je m'accrochais derrière. Et je descendais Beauvoir-Saint-Michel, je traversais Châtelet, je remontais. Mais j'étais tout seul à avoir un skate en septembre 75 à Paris. Donc c'était trop marrant. Et le week-end, j'allais au Trocadéro, je faisais un peu chier tout seul. Et puis après, j'ai heureusement des potes qui en ont eu, qui sont venus, et on a fait une petite bande, on s'est bien marré. Avec Baquès et compagnie. Après, Ouais, ça c'était Ça, 2 ans c'était après. Les après. premiers, c'était Luc Roland, mon copain Luc Roland, Ouais. Dominique Lacanal et Père Bernard Gascogne. Et Dominique Lacanal est décédé depuis. On était 4 et le samedi matin, on se retrouvait, on passait la journée là-bas et les gens étaient hallucinés. Et puis 2 ans après, 1 an après, on a vu arriver plein de mecs qui sont devenus mes copains, Baquès, José Matos, tous ces mecs-là. Et puis moi, j'ai un peu lâché l'histoire parce que d'abord, j'étais pas bon. Et puis ensuite, j'avais d'autres trucs à faire. Mais je venais les week-ends les regarder parce que c'était chouette quand même. Alors, on va revenir au début et surtout au surf, parce qu'on sait que le skate, ça vient du surf. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu le surf et surtout comment le skate est arrivé à travers le surf? Donc, c'est une petite histoire, mais on aimerait bien que tu nous racontes tout ça, Ouais, quoi. alors
Moi, j'en ai fait un bouquin, effectivement, Les Tontons Surfeurs, où j'en parle, et puis un autre livre, Surfing Moments, qui était en honneur de mon ami François Lartigot, qui était un personnage mythique du surf et du skate et qui est malheureusement décédé. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que le surf est arrivé en 56, 57, ça a vraiment démarré, les mecs surfaient, mais ne savaient pas que le skate existait. Et puis, donc, début juillet 64, arrivent les European Surfing Championships, American Championships, ce sont des jeunes qui viennent là, qui ont été un peu dragués par Bill Cleary, qui était venu l'année d'avant, qui était un directeur de magazine de surf, et un mec un peu entreprenant. Il s'est dit, je vais peut-être faire des ronds, je vais emmener 10 gamins, on va passer un mois à Biarritz, je vais faire raquer les parents. Et puis ça a marché. Donc il est arrivé avec ces mecs. Ces mecs-là ont révolutionné le truc parce qu'en 64, à la Côte des Basques, les mecs surfaient avec des œufs en planche et tout. Puis tout d'un coup, ils ont vu arriver ces mecs avec les douilles là, qui surfaient super bien. Ils avaient des blousons, des stickers, avec des stickers. C'était ouf, quoi. Et François me dit, on a flashé totalement sur ces mecs-là. Et parmi ces mecs-là, il y en avait un qui s'appelait Jim Fitzpatrick. Et lui, il avait amené un skate. Et là, les mecs ont dit, mais c'est quoi un skateboard? Et lui, il leur a montré à la Côte des Basques, il traçait partout. Et ils ont été comme des oufs. Donc, pendant 3 semaines où les Américains sont restés là, ils se sont partagés le skate. Puis, au bout de 3 semaines, l'Artigot, qui était plus malin que tout le monde, il l'a récupéré. Et donc, il s'est retrouvé, lui, avec le premier skate en France. Et il s'est éclaté comme un malade, quoi. Et voilà. Et puis l'année d'après, Joe Moraes, qui était là, qui était copain avec Bill Curry, a dit, attends, ce truc-là, il faut que j'en importe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bill Curry lui a donné, et Fitzpatrick lui ont donné le nom, l'adresse de chez Maca. Et puis il a écrit, il parlait anglais, joue très bien, il était représentant en parfum. Et voilà, il a reçu 10 skates l'hiver. Donc en 65, c'est un peu comme le surf. En 57, il y avait 10 planches. En 58, il y en avait 20. Ben, le skate, ça a été pareil. 64, il y avait une planche, 65, 10, 66, 20. Et puis petit à petit, c'est monté comme ça. Et c'est resté bien local, hein. Alors, Jim Fitzpatrick et Bill Cleary, Jim Fitzpatrick et Joe Moraes, c'est vraiment les 3 personnages incontournables de la scène surf et skate dans les années 60. Et c'est vraiment en partie grâce à eux que le skate existe maintenant. Et d'ailleurs, là, toi, tu nous as donné une photo d'un certain Jim Fitzpatrick au Biarritz Surf Club. Ouais, Tu peux c'est nous ça. raconter cette histoire-là? Ben non, mais en fait, il y avait le Waikiki Surf Club, et puis à la Côte des Basques à Biarritz, en 64, René Béguet et Joe ont monté le Biarritz Surf Club. Et donc, comme Jim est arrivé, ben, ils l'ont mis membre. Donc, en fait, il y a un autre mec qui était important, c'était donc François Lartigot. Ouais, ouais. François est surfé super bien avec son frère Jean-Marie qui est en Australie, et surtout, il skatait avec la planche de Jim. Et donc voilà, et donc les liens se sont faits. Et donc François a dit, ben, on a dit à Jim, allez, t'es un super bon surfeur, on t'inscrit au club. Et François a gardé la carte. Et avant qu'il décède, j'ai fait un livre sur lui et il m'a donné cette carte. Enfin, il me l'a donnée. Elle est dans mon quelque part par là. Je suis sûr que Jim Fitzpatrick ne sait pas du tout que j'ai sa carte de membre. Oh, c'est excellent ça. Et ils étaient, voilà, c'était l'époque dorée. Il y a toujours une époque dorée à tout. Mais le Ouais. skateboard en 64 à Biarritz, c'était Fitzpatrick sur la côte des Basques, tout seul. Ceux qui connaissent, il y a un grand promontoire qui est fermé au bout, un cul-de-sac, et Fitzpatrick qui se baladait comme ça, qui faisait des tricks tout seul. Et puis au mois d'août, eh ben, c'était l'Artigot, tout seul avec sa planche. Et tout le monde s'arrêtait en disant, mais c'est quoi ce truc? C'est un roll surf. Alors les Américains disaient skateboard. Mais Joe, il n'était pas très anglais. Alors Joe, il n'aimait pas trop les trucs anglo-saxons. Il a dit, on va appeler ça, ou c'est la Fédé, on va appeler ça le roll surf. C'est ça. Il y avait aussi Jean-Louis Bianco à cette époque-là, où il est arrivé après. Absolument. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 64, en 65, l'été 65, avec des skates, ils ont fait 2 compètes. Joe en a fait 2. Une au Plaza Berry à Biarritz et une au Sporting à Hossegor. Parce qu'ils avaient la place et ils ont fait les premiers championnats de France. Et donc, à l'Artigot, les meilleurs, c'est-à-dire André Lissagaray, tous ces mecs-là, Molia, sont partis à Hossegor, ont fait la compétition, et Jean-Louis était à Hossegor. Donc, Jean-Louis, il est rentré dans le truc, et Jean-Louis, il a adhéré avec plein de mecs d'Hossegor. Et eux aussi sont devenus des férus de skate. D'accord. Et dans l'histoire, on parle aussi, il y a un lien avec les 2 frères de René. Comment ça s'est passé avec eux? Ouais, totalement. Ce qui s'est passé aussi, Joël a été vachement important. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Joël, cet été-là, c'est au mois 64, est parti au championnat du monde de surf en Australie. Il était sélectionné. Il est parti tout seul avec sa femme, c'était là. Et là-bas, il y avait des ricains qui avaient aussi amené des skates. Donc, en mi-août, il a ramené aussi un skate. On a regardé les mecs, ce que j'ai trouvé en Australie. Donc, en fait, il y avait 2 skates, quoi. Il y avait celui que Joël avait ramené
Et puis, il y avait celui de Fitzpatrick. Et Joël aussi a été important parce que Joël, qui était à l'époque, qui était en cet âge-là, il avait 25 ans. Joël, il venait l'été ici, il surfait beaucoup. C'est lui qui a été vraiment le premier parce que les autres mecs qui surfaient, ils avaient tous 30-35 ans, ils étaient mariés, femmes et enfants. Donc le skate, c'était le dimanche à midi après le surf, pardon. C'était le dimanche à midi après la messe, quoi. C'était une fois par semaine. Joël, il était étudiant l'été, donc il passait 2 mois ici. Il avait une planche de surf et une planche de skate, c'était le roi. Et en plus, Joël, c'était un organisateur. Donc, ce qu'a fait Joël, c'est que l'année d'après, en 65, il a organisé un genre de tournoi au Trocadéro. En fait, il cherchait un endroit et puis il s'est dit, ah ben tiens, là, c'est lisse, ça descend pas trop, il y a des barrières, quoique on pouvait se garer à l'époque. Et c'est lui qui a eu l'idée d'organiser la première manifestation au Trocadéro. Donc, il a amené plein de jeunes skateurs de Biarritz et ils ont passé une journée à Paris. C'était comme des oufs. Et c'est grâce à lui que le Trocadéro est devenu l'endroit, puisque moi ensuite en 75 je me suis retrouvé avec mon skate à Paris et en fait je savais pas où en faire à part dans les rues et Joël m'a dit mais va au Trocadéro, c'est vachement sympa, tu verras, il y a de l'espace. Et il avait raison. Bien sûr, parce qu'à l'origine, le Trocadéro, c'était un lieu pour les patineurs à roulettes. Hein, qui étaient sur Alors il y avait les patins à sur la roulettes. partie carrelée. Et voilà, donc forcément, il y a un lien aussi, parce que les Exactement. industriels du surf ont commencé à fabriquer des roll surf, enfin des skateboards en série, avec des essieux de patins à roulettes. Hein. C'était un contrat qu'ils avaient passé avec la firme Chicago, de Chicago d'ailleurs, pour fabriquer ses premiers skateboards en série. Donc c'était Maca, hein, Larry Stevenson. Absolument. Et voilà. Et donc ça, c'est arrivé en France assez rapidement pour le coup, parce que c'était vraiment au début des années 60, donc Ah 63, ouais. 64 sur Biarritz, voilà, avec Jim 64, Fitzpatrick. mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire le truc, on le sait bien, quoi. Ça n'a pas duré. Mais ça a Non, été pendant 64, 65, 66, que me racontent les mecs. Ils me disent 64, 65, 66, on était comme des oufs. Puis ils m'ont ouais, dit c'est ça. après, les skates pétaient, les roues étaient pourries. Donc les mecs, ils ont arrêté, quoi. Et parce que ils n'avaient pas le matériel. Quand tu n'as pas le matériel, skate, ça t'amuse. Mais au bout d'un moment, c'était le bordel pour trouver des roues. C'était le bordel. Donc au bout d'un moment, ça c'est. Et puis le surf, pendant que le surf montait, donc voilà. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, effectivement, à l'époque, beaucoup utilisaient l'outil nu-pied pour avoir une meilleure accroche parce qu'il n'y avait pas de grippe. Donc ça mutilait, c'était bruyant, ça tournait mal, ça dérapait, Super. c'était dangereux. Les boucliers se sont levés forcément et c'est tombé un petit peu dans désuétude fin des années 60. C'est ça. Et par exemple, devant le surf shop de Joe Moraes, il y avait la place Saint-Eugénie. Et François, j'ai un truc, il fait du skate sur les mains, il fait plein de trucs. François Lartigot, les mecs et skate est là. Et au bout d'un moment, le maire de l'époque a dit, comme il l'avait dit pour le surf, ça suffit, ces jeunes dévoyés, il y a des gens qui se baladent sur cette place, ils ne peuvent pas la garder pour eux avec leur planche à roulettes. Donc, il les avait virés. Et ce qui est juste en face, ce qui est drôle, c'est que juste en face, il y avait la boutique de Joe Moraes. Et justement, là, j'ai gardé plein de photos. Et à partir de 75, Joe a commencé à importer, 76, à importer des skates. Et on allait tous chez Joe, quoi. Il y avait les skates, il y avait des planches de surf, les t-shirts, les shorts. C'était l'endroit incroyable, quoi. Ouais, Il faut c'était l'endroit. penser que Joe a ouvert en 65 et jusqu'en 76, il a été tout seul. C'est Pendant ça. 11 ans, il y avait un seul surf shop en France. C'était celui de Joe. Ouais, Ah oui, c'est vrai. c'est Joe, ouais, ouais. Personne ne s'est lancé. Je suis en 76. Et en Ah, moi, 76, il y a eu du pain. je me Il y a rappelle bien Patrice en Chan à Bordeaux. 76, chez Joe, dans sa vitrine, il y avait les premières Cadillac Wheels, ce qui a révolutionné la pratique, qui est devenue vraiment le Absolument. vrai skateboard, quoi. Mais c'était inabordable, les roues, elles étaient hyper chères, quoi. On était comme des gamins devant des confiseries, c'était Bien incroyable. sûr. Mais c'était injouable parce que Joe, il importait. Mais Joe, il était marrant parce que, par exemple, il importait Surfer Magazine, et donc avec Severson, et alors il nous disait, bon, qui en veut? Alors on était 8, donc il en importait 8. Alors qu'il en aurait importé 40, tu les aurais vendus. Mais il avait toujours peur d'avoir du stock. Donc en fait, Joe, bon, cet été, j'ai des board shorts, pas les board shorts, des Bermuda Catin. Alors je peux en avoir, combien vous en voulez? On était 8, 7, il en commandait 7. Donc c'était ça qui était marrant avec Joe, c'est qu'il avait tellement la trouille de se planter et les mecs, on était tellement peu les années 60 Ah et oui, 70 qu'il faisait ça. toujours, il commandait avec parcimonie, quoi.
Oui, il a été prudent parce que non seulement sur cet aspect-là des choses, bien évidemment commercialement parlant, mais aussi le fait que son magasin n'était pas si grand que ça. Donc, Non, donc, c'était tout petit. Je sais pas si tu te souviens du ticket à l'entrée. Il avait un C'était tout ah petit. ouais, un ah ouais, magnifique ticket. C'était vraiment le magasin de Joe. Moi, je me souviens un ticket. Les gens passaient et c'est surtout ça qu'il est. C'est-à-dire que bon, une boutique, c'est une boutique. Il avait ses deux petites vitres, mais il avait ce ticket qui devait faire 1,50 m à l'entrée et les gens passaient. Et par exemple, justement, un jour, Phil Totem, Phil, qui est un mec qui fait des super totems, des super tikis à Biarritz, qui habitait en banlieue parisienne et qui maintenant habite ici à côté de chez moi, m'a dit un jour que si c'était lancé là-dedans, c'est à cause du tiki de Joe Moraes. Parce qu'il était venu à dos et il passe dans cette rue, il voit ce truc, il hallucine, il trouve ça magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il fait des totems et des tikis. ah, génial, trop fort, ça, trop fort. Je me rappelle de ce store jaune avec Joe Moraes Ouais, écrit en jaune, avec bleu. marqué Joe Moraes Surf Shop avec ce lettrage. Tout à fait. C'est excellent. Et il y avait le petit personnage Murphy, et Ouais, donc lui, il Murphy. ne pouvait pas payer des droits sur Murphy, et donc il Oui, en avait inventé un qui ressemblait beaucoup à ce personnage dessiné de Rick Griffin, mais qui n'était pas vraiment Murphy. Donc c'est vrai. Donc là, sur la photo, c'est pas Murphy sur la photo, c'est ça? sur le dessin là, Ouais. c'est une adaptation. Ah, ok. Ouais, parce que ça ressemble. Moi, j'étais sûr que c'était Ah, ça Murphy. Mais bon. ressemble, mais le problème c'est qu'il s'est dit si Rick Griffin ou quelqu'un me tombe dessus, c'est un peu Ouais. chaud. Donc il en a fait. Il était très précautionneux. Il avait raison d'ailleurs. Mais Il avait raison, hein. Donc il avait dessiné lui ou fait dessiner, ou je crois que c'est François qui avait dessiné ce petit personnage. Et donc Joe, ça a été la première école de surf en France. Absolument. En 65, pareil. La suivante, ça a été 11 ans après, 12 ans après. C'était dingue. Joe, il a appris à surfer à des milliers de gens, quoi. Il était tout seul. Il avait sa cabane. Il arrivait en Solex. Il passait la Villa Belza. Il garait son Solex. Et puis, il donnait des cours, quoi. Il a donné, mais moi, j'étais à la Côte des Basques, là, tout à l'heure, cet après-midi. Et Joe est présent. Oui, il y a son fils Christophe qui a toujours l'école de surf. Mais Joe, il était là, quoi. C'était son spot, son univers, son endroit. Moi, chaque fois que je vais là-bas, je pense à Joe Moraes. Oh, c'est excellent ça. Mais la Côte des Basques, elle se réduit à peau de chagrin avec la montée du niveau marin. J'ai l'impression que c'est plus comme avant. Moi, j'ai connu du sable sec à marée haute il y a très très longtemps. Ah ouais, c'est quand même assez rare. En fait, c'est comme ça. Alors tout à l'heure, par exemple, puisqu'on est en live, en ce beau samedi 3 août, tout à l'heure, à 15 h, il y avait 1,50 m, il y avait des séries à 2 mètres, c'est un peu costaud. Il faut sortir avant que ça monte trop. Ah, Et c'est ça. évidemment, il y a toujours des mecs qui sont trop contents, qui sont au large. Et puis tout d'un coup, les vagues arrivent contre les escaliers, et pour sortir, c'est un Ah ouais. bordel. L'enfer. C'est une heure à regarder les mecs. Les bons et les mecs qui connaissent le spot, ils connaissent. Ils sortent juste avant, Ouais. ils suivent la vague, hop, ils montent sur les escaliers. Après, C'est il y ça, avait c'est ça. une anglaise en vrac. Ils sont allés la chercher. C'était n'importe quoi. Ah, Ça, c'est dangereux. Joe. Et c'est marrant parce que je l'ai dit tout à l'heure à mes potes, j'ai dit, Joe, il se marrait bien, ouais, en ça. C'est clair, c'est clair. Cadeau à Joe. Attention à la marée haute. Mais oui, oui. Puis le risque de se faire balancer sur les blocs. Ouais. Totalement. C'est pour ça qu'il faut aller à la grande plage. Voilà, la grande plage, c'est pas pareil. C'est sûr que c'est un autre surf, quoi. La Côte Ouais, des Basques, ouais, ouais. c'est un côté mythique, c'est un côté. Ce cirque est absolument incroyable. C'est là où le surf a démarré, c'est là où le skate a démarré. Voilà, il y a une âme. Mais moi, je me souviens de sessions pendant les marées d'équinoxe. Alors, on a toujours l'impression que c'est les vagues, elles sont énormes, mais pendant les marées d'équinoxe, il y a aussi du plat total. Et on avait fait du surf avec toi à la grande plage, avec des longboards, parce que les vagues, elles étaient toutes petites, quoi. Et on était peut-être 5-6 dans l'eau, quoi, tu vois. Et ça devait être en 79-80, un truc comme ça, quoi, tu vois, quand il y avait C'est déjà clair. au moins 30 ou 40 personnes à chaque fois dans l'eau à la grande plage, quoi. Maintenant, tu multiplies par 10. Ah ouais, je sais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Les gonzes, ils sont 200 sur une vague. Avant, on était 2, quoi. Mais ça va, on arrive à. Ça dépend des spots, quoi. On arrive à surfer, ouais. Faut pas aller à la Côte des Basques, c'est sûr. Non, non, non. À la limite, j'irais plus dans les Landes, sur les plages des cul-nus, quoi. Ouais, mais même moi, chez moi, par le Maintien, ça peut aller encore, parce que c'est un spot de rocher, les mecs, ils vont pas. Et puis, il n'y a pas d'école de surf. Le problème à la Côte des Basques, il y a 8 écoles de surf officielles, et je ne sais pas combien d'écoles officieuses, de mecs qui gardent leur camion en haut, qui descendent, ils surfent, et ils remontent. Donc, ça fait un monde dingue dans l'eau. C'est comme ça. Alors, on va revenir au skate. Alors, on va revenir au skate des années 64-65 avec les premières compétitions. Donc,
Il y avait des compétitions de skate dans les années 65. C'est incroyable, ça. Tu peux nous Il n'y en a parler pas de eu ça? beaucoup. C'est Joe qui les a organisés. Joe, il a organisé au Place Berry à Biarritz. Ensuite, il a organisé au Sporting à Hossegor. C'était entre guillemets les championnats de France, quoi. C'est ce qu'on Ouais, racontait François et tous. ouais, c'est Et ça. puis Joël et Joe, ils n'étaient pas très potes, quoi. Joël a organisé la compète. Enfin, c'est une compète démonstration au Trocadéro. Et puis voilà, quoi, ça s'est arrêté là. Il y en a eu 3 ou 4, et puis ça s'est arrêté là. Joe, ça le gonflait de l'organiser parce que c'était compliqué. Et puis les marques n'ont pas trop suivi. Et voilà, mais moi, quand j'en parle à ceux qu'on voit en photo, bon, François est parti, Mhm. mais Eddie Sagaray, Molia, Ouais. tous ces mecs-là, Rouquette et tout, ils te disent, mais c'est trop marrant, quoi. On partait, il y avait une ficelle, fallait sauter par-dessus la ficelle qui était à 30 cm du bord. Il y avait du sol, il faisait des noses. Enfin, voilà, c'était ça les tricks, quoi. Il faisait 4 virages. François a surfé sur les mains. Donc François a gagné à chaque fois parce que c'était vraiment le meilleur. Mhm. Mais ils étaient 15. Mais c'était l'éclat, ils se marraient bien. De toute Ouais, Ouais. façon, il n'y avait pas plus de skate. Donc, alors ils se le prêtaient au fur et à mesure. Mais bon, voilà quoi. C'était Puis alors, vraiment. Et Joe me disait à l'époque, parce que je l'avais interviewé pour mon livre Les Tontons Surfeurs, et Joe, il me disait qu'en fait, c'était ça. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'appui parce qu'il y avait le Biarritz Surf Club, le Waikiki Surf Club, le Surf Club de France qui était en... Tout le monde se tirait un peu la bourre déjà pour le surf. Donc quand le skate est arrivé, c'était pareil. Personne ne s'est entendu. Alors il y avait la Fédération française de surf qui est devenue Fédération française de surf et skate, mais bien après. Donc en fait, tout le monde s'était c'est sympa la planche à roulettes, mais démerdez-vous quoi. Donc en fait, ils n'ont pas trouvé de consensus. Et bon, au bout d'un moment, ça fait chier tout le monde d'organiser des trucs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le matos, c'était pas terrible. Et donc, au bout d'un moment, ils ont laissé tomber l'histoire, quoi. d'accord. Et le club des ours blancs, à quel moment il est arrivé? Les Ours Blancs, c'est un club de natation. C'est différent. Ah, C'est un Oh. club Moi, de j'étais aux ours natation. blancs. Il y a eu du surf aussi. Ouais, ouais. Rabani, c'est Robert. C'était pas Robert qui l'a monté, mais Robert était derrière. En fait, les Ours Blancs, c'est un club de natation qui est avant tout au Port-Vieux, à Biarritz. Et les mecs Oui, nagent tous les jours, été comme hiver, à midi, vont jusqu'à la Roche-Plate, reviennent, Roche-Percée, ils se baladent, Channing, des fois ils font le tour. Et les mecs nagent. Donc c'est avant tout un club de nage, les Ours Blancs. Mais il y a eu un moment où, effectivement, quand Robert Rabani est arrivé là-dedans, il y avait un peu de surf dedans. Mais disons que Robert organisait ses compètes de surf à la Grande Plage sous l'égide des Ours Blancs. Parce que c'était sa structure. Mais à la base, d'accord. c'était pas vraiment un Mhm. club, c'était un club de nage. Et ça l'est toujours. Il y a toujours les Ours Blancs qui nagent tous les jours. Parce que j'ai une vieille photo de tonton surfeur avec des longboards. Ils sont tous en randonnion à la sortie du port de Biarritz. C'est ça. Est-ce Oui. qu'ils ils avaient un local à cet endroit-là pour Non, entreposer les c'était une matériel? photo qui avait été organisée pour un magazine. Et en fait, c'est un photographe de Biarro. Et donc, dedans, c'est l'année 65 où il commence à y avoir déjà beaucoup plus d'étrangers. Et en fait, cette photo-là, où ils sont au port avec tous les cailloux autour et tout, que je connais bien, il y a des Français, il y a des Anglais, des Américains. C'était une façon de fêter la fraternité du surf à l'époque. Donc, Ah, c'était une photo, d'accord. entre guillemets, mise en scène. Enfin, c'est un grand mot. Mais ils ont dit, allez les mecs, on va là-bas, on va faire une grande photo. Elle est sympa. D'accord. Il y en a deux, si tu veux, il y a celle-là et l'autre que j'ai utilisée pour ma couverture de mon livre Les Tontons Surfeurs, qui a été prise à la Côte des Basques en 61. Ce sont les deux photos marquantes où tu vois un peu tous les mecs de l'époque. Ouais, c'est ça. Je l'ai publié, moi, celle-là. Elle était sympathique Elle est aussi. cool, hein. Moi, Ouais, j'adore. ouais, vraiment bien. Et Alors, puis, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi que tu as fait, c'est que tu faisais quand l'autoroute a été construite entre ah ouais, ça c'est Biarritz et Hendaye, enfin jusqu'à l'Espagne, tu peux nous raconter ce que tu as fait Ouais, là-dessus? c'était en 77. Donc, moi, j'avais des skates. Donc, avec mon copain Christophe Reynard, on part, on Ouais. avait 16 ans, 17 ans, on part en Californie. On achète des planches chez Infinity. Steve et Barry Boney, que je ne connaissais pas à l'époque. On part au Mexique et on surfe, on passe 2 mois. Et quand on revient, on repasse au shop. Et c'est là où il dit, hey, les mecs, vous voulez pas des skateboards? Parce que c'est nouveau avec des roues en uréthane, des trucks et tout. On était sidérés. On en a ramené un chacun et que ça a démarré comme ça. Et puis 76, 77. Et 77 ici, pour ceux qui connaissent, quand tu prends l'autoroute qui va en Espagne, après Urugne, ça monte et là, il y a une grande descente de 3-4 km et en bas, il y a le poste frontière et le poste péage. Et en Ouais. fait, c'était l'année où il le finissait. Donc, il y a d'autres mecs qui l'ont fait comme nous, mais nous, on l'avait là. On savait l'endroit où on pouvait rentrer. Il y avait juste une barrière à la con. Et en fait, on avait un copain à nous qui avait le permis, déjà, une voiture.
Et on partait en skate, mais c'était génial parce qu'il y avait les 8 voies. On partait comme des dingues, on faisait des caves de malades. Et puis on arrivait en bas. En bas, c'était tout plat. Maintenant, il y a le péage, mais il n'y avait rien. Donc on s'arrêtait de fait. Et là, notre pote nous récupérait en bagnole. On montait à 5 ou 6 dans la bagnole et on remontait. Arrivé en haut, hop, on redescendait. On passait nos journées à ça quand le week-end et puis après 19h parce que le chantier était fermé, quoi. Oui, bien Et sûr. maintenant, j'y passe tout le temps, mais souvent j'y pense, quoi. C'était trop génial. On remontait en bagnole, on s'accrochait, on s'en foutait parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé. On s'accrochait aux portières, on s'en foutait, on était 5 ou 6 et on remontait. C'est Bernard Doridan qui nous amenait. Et arrivé en haut, on redescendait là, mais c'était le paradis. Arrivé en bas, ben, c'est tout plat, donc ça s'arrêtait. On attendait, la voiture venait nous chercher. On a fait ça, mais un nombre de fois. Ça et le col de Saint-Ignace à Asquin. Ah ouais, alors attends, j'ai des photos là. Attends, bouge pas. Le col de Saint-Ignace. Alors vas-y, raconte-nous le col de Saint-Ignace. Et là, j'ai des photos. Attends. Vas-y. Faut que je trouve la photo. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Attends, bouge pas. Je vais montrer ça, la photo. Boum. Voilà, c'est ça? Ouais, ça c'est moi, ouais. Ah, Alors après, on était meilleurs. Après, on prenait les combis, on prenait nos combis de surf et les casques du père de Christophe Reynard qui faisait de la moto, parce qu'il n'arrêtait pas de nous dire, il y a les bagnoles en face, vous allez vous tuer les mecs. Et ça, c'est les premières fois, 76, 77, avec ma planche, je crois, ramenée de Californie, ma Infinity. Et voilà, ça c'est moi, et avec mon copain Christophe. Et en fait, on avait un mec qui descendait avant nous en vélo, en mobilette. Et qui nous prévenait en criant s'il y avait des bagnoles. Voilà, et on descendait. Excellent. Christophe, et on descendait, donc pareil, ceux qui connaissent la région, du petit train de la Rune, c'est-à-dire d'Asquin, d'en haut jusqu'en bas à Asquin. C'est long, hein, c'est plusieurs kilomètres. Oui, ça fait un sacré trotte. Après, il y a plein d'autres mecs qui l'ont fait, hein, des mecs du coin que je connais, des mecs un peu plus âgés et tout, ils le faisaient aussi, ils nous retrouvaient. Mais ça, je crois que c'est vraiment la première fois qu'on s'est fait Saint-Ignace. On n'avait rien, quoi. On était des gros crétins. Je sais même pas, je vois même pas de gants, on n'avait pas de gants. Pas de casque, rien, quoi. Ouais, classique. On s'est râpé, mais je veux dire, on descendait Saint-Ignace, quoi. Après, il y avait les gros virages, peut-être qu'on s'arrêtait, je me souviens pas. Et à la fin, là, il y a une grande descente aussi, pareil, là où on nous a photographié, qui dure bien 800 mètres, 1 kilomètre. Ah, c'était quand même cool, hein. Mais tu vois, le skate, on a fait tous la même chose, quoi. Quand tu parlais de l'autoroute, moi aussi avec mon père, quand ils ont fabriqué l'autoroute A10, donc il n'y avait pas d'autoroute entre Paris et Bordeaux, il n'y avait rien du tout, quoi. Il y avait la nationale 7, c'est la 7, c'est ça? Non, 10. Non, c'est la nationale 10. Hein. La 10, ok. Et donc, mon père a trouvé ça, et donc on mettait 1h30 pour arriver, parce qu'il fallait prendre les petites routes, quoi. Et donc, c'est en pleine forêt. Et comme tu dis, il n'y avait même pas de barrière, il n'y avait rien du tout. On arrivait là, il y avait du goudron excellent qui n'avait jamais été utilisé. Et ça a duré 4-5 mois parce qu'évidemment, c'était en construction, tu vois. Donc, après, il y a eu des gardes et tout. Mais bon, durant 4-5 mois, on a quand même skaté cette autoroute, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et avec Thierry, on a fait des descentes comme ça, celles que tu racontes, quoi. Toi, Thierry, tu peux raconter les descentes qu'on a fait. On a descendu le col des Deux Alpes jusqu'à Grenoble, près de 25 km non-stop comme ça. Moi, je sais que José était passé devant et ses roues ont fondu. Ouais, ça fondait. On a terminé sur les roulements avec les étincelles, une gerbe d'étincelles, quoi. C'était incroyable. On était dans la voiture avec Jean-Pierre Marquand derrière, et moi j'ai pas voulu participer parce que j'ai dit mais ces gars-là c'est des fous furieux, quoi, ils vont se tuer, quoi. Comme ce que tu disais, quoi. Mais t'avais pas d'équipement, si t'avais des genouillères, des trucs comme ça, Thierry? Moi rien du tout. On était comme Alain là, dans la descente, carrément, quoi. Voilà, c'est l'époque. Après, toi, tu es devenu un champion, vous avez tous continué. Nous, on était moyens, mais on savait tourner, on savait virer, on en faisait tous les jours, on se baladait à Biarritz avec. Ça nous permettait. Voilà, mais je me souviens d'après, c'est le père qui m'a dit, Christophe, vous êtes tarés les mecs, mettez au moins vos combis de surf pour éviter de vous râper et mettez les casques. Et donc, il avait des casques intégraux, on était là, on suffoquait dedans, mais c'était marrant, quoi. Comme ça, les parents étaient rassurés. Enfin, moi, ma mère, elle ne le savait pas. Mais voilà, au début, moi, j'étais là, ma casquette, mon truc. Mais oui, ce sont des bons moments. Même toi, même vous êtes des fous de skate. Les mecs, vous avez fait votre carrière dedans. Et je pense que, outre les compètes, les meilleurs moments, c'est ça, quoi. Quand tu es avec les copains et que tu te lâches et tu t'en fous, en fait. C'est ça. Le risque, c'était les gravillons sur les bords avec les ravins. Donc, exactement. Et comment tu avais les gravillons. Mais tu vois, tu parlais de l'autoroute. C'est vrai que on se disait à chaque fois, il y avait un mec qui avait dit ouais, mais on devrait venir avec un balai et puis la bagnole et puis on suivrait, on effacerait les traces des roues. C'est ça.
Mais les ouvriers, ils n'ont rien à foutre. À la Ouais, rigueur, ouais, ça les ouais. fait marrer, on cassait rien. Le goudron était totalement lisse. Ils avaient fini la partie goudronnée. Ils mettaient les barrières de sécurité, ils mettaient le tout. Donc, ça a duré plusieurs mois. Je dis, même les mecs, s'ils voient les petites roulettes, ils ont dû rigoler. Et d'ailleurs, Ouais. ils nous ont pas. Il y avait une entrée avec une barrière en bois qu'on bougeait, qui était l'entrée du chantier. Maintenant, ça serait filmé, des Ouais. caméras, des chiens. À l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient que. De toute façon, en Rien, bas, ça s'arrêtait. vraiment. Après l'Espagne, ils n'avaient pas fait leur partie. Donc, voilà, quoi, c'était tranquille. C'est Ouais, sûr, ouais, c'est sûr. sur l'autoroute, sur la 10, c'est pareil, quoi. Maintenant, ce serait plus possible, comme tu dis, il doit y Mais avoir non, des caméras partout et des gardiens de sécurité avec des chiens et tout. Mais nous, on arrivait, il y avait personne, il y avait même pas de barrière, quoi. Tu vois, on arrivait, c'était super cool, super clean, tu vois. Donc et maintenant, on on pourrait n'est plus pas le des vieux faire. qui on n'est pas un peu de bande de vieux qui se rappellent le bon temps là. C'était il faut. Non, Non. non, Mais c'est non, mais vrai, c'est en même bien. temps, c'était comme ça. C'était comme ça. On a eu la chance de le vivre. Et moi, c'est même pas la nostalgie, quoi. Je me verrais pas aujourd'hui faire du skate. Je me verrais pas faire ça, aller sur l'autoroute. C'était l'époque, on l'a vécu. Moi, c'est tout. J'ai pas la nostalgie. Je me dis, j'ai vécu ce truc-là. J'ai vécu le surf quand on allait avec mon pote et tout. On était 10 à, quand on était 5 ans sur un spot, on se regardait tous. Bon, voilà, je l'ai vécu. Ça m'empêche pas de m'amuser toujours dans l'eau. Mhm. Tu continues à Oui, faire du skate ou pas? Ou t'as Non, arrêté? Non, t'as jamais de arrêté. la vie. Moi, j'étais mauvais. Et donc, et j'ai regardé des mecs comme Thierry, j'ai vu tout le monde évoluer parce que à la base, je suis journaliste, donc c'était mon milieu, ça Ouais. m'intéressait. J'ai vu tous ces mecs-là. Rémi, je suis resté pote avec Rémi depuis, avec Bacchès depuis 40 ans. Je regarde un peu ce qui se passe. Non, 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 mais moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais ça m'éclate trop quand je vois un mec en skate, quoi. J'en vois, hier, j'en ai vu un dans Guétari qui fait des gros carves, il s'amusait. Je trouve ça cool. Ouais. T'as eu Alors, vent de cette descente au-dessus de Hendaye avec un téléphérique? Non. C'est Roger Simi qui parle de ça. Il était avec Joël Doronet. Et après les championnats de France 77 à Bayonne, ils sont montés au-dessus de Hendaye. Ils sont tapés une grande descente. Alors je vois pas trop de quoi il parlait, quoi. Et pour lui, ils ont fait À ça, part quoi. la corniche. Après, tu sais, non. Moi, par contre, je me souviens très, très bien du premier skatepark. Tu dois t'en souvenir très, et très bien. Ah bah Romardi? oui, Aéromardi. Aéromardi, quoi. Et moi, là, par contre, je me suis éclaté. Justement, mon copain Lartigot, François, à l'époque, vivait en Australie. Et il revient passer les vacances ici. Il en avait vu en Australie. Et je lui dis, regarde, on a des skates. Ouais, trop cool. Et il commence, comme il en avait fait gamin, trop bon et tout. Allez, 1 heure après, il s'était pété le coude, le poignet. Il a passé tout l'été avec un plâtre. Non, Ah ça me là revient. là là là. Ça me revient maintenant. Héros mardi, mais comment on a pu tous s'éclater là-bas, quoi. Et Ouais. maintenant, un mec, un jeune qui fait les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, il verrait ça, il dit ah non, mais les mecs, quoi. Ils Ouais. étaient Non, mais juste, il faut juste, enfin bon, voilà, mais c'est cool. Bah, on va dire la première piste, parce que skatepark, le mot est assez impropre, quoi. Je suis d'accord. Française, mais encore basée dans l'esprit du surf, quoi, avec take-off, avec voilà, C'est la ça. forme du yin-yang. C'était trop flat, quoi. On pouvait rien faire. On s'envoyait pas vraiment dans les hauteurs, quoi. Mais c'était Non, pas sympa, du tout. avec des Oh, longboards, c'était sympa à faire. mais pour nous, c'était dingue, quoi. Tu es là, tu as un sport, tu te fais chier parce que dans Biarritz, tu te fais pourrir. Donc, tu vas par le maire et tout. Donc, tu vas à Saint-Ignace, tu vas sur l'autoroute. Et puis, tout d'un coup, tu as des mecs qui construisent un truc exprès pour toi à 5 km de chez C'est toi. ça, c'est ça. C'était dingue, dingue ce premier skatepark, dingue. Je crois que me souvenir qu'il y avait les mecs qui avaient mis, c'était Rollet, je crois, qui avaient mis de la pub. Enfin, il y avait 2 ou 3 pancartes Oui, avec de la oui, pub oui, sur oui. le bord. Putain, les mecs, pub, quoi, la pub pour le skate, c'était marrant. On allait surfer à la Fitania juste derrière, et après, Bien c'était le sûr. skate. Voilà. Exactement, c'était ça. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il était en asphalte, quoi. Et on en parlait avec Thierry, là, maintenant. Il y a beaucoup de pump track, ce qu'on appelle, tu sais, avec des bosses comme ça. Et la plupart sont en asphalte. Et c'est vraiment pas terrible. C'est une bonne idée. On est content que ça existe, quoi. C'est la même chose que Hero Mardi. On Ouais. était content que ça existe. Mais quand moi, j'y suis allé 4-5 fois, Hero Mardi. Après, je me suis rendu compte que, bon, ok, mais on pouvait pas faire grand chose, quoi, malheureusement. Dans le skatepark parce qu'il y avait une grande descente là, il y avait un pic et puis ensuite il y avait une sorte de virage. Mais le revêtement, le meilleur revêtement, c'est quand même le béton, quoi. Tu vois, Non, mais et c'est sûr. les, Mais à l'époque, bon, c'est ça. Après, d'un autre côté, moi, je te dis franchement, je m'éclatais parce que je savais pas faire rien de plus, quoi. Je savais pas faire de ollie ou quoi que ce soit. Personne d'ailleurs. On raidait, quoi. Comme le surf, on était vachement contents. On essayait de faire les mêmes virages. Mais c'est sûr, Ouais, par ça, contre, on s'est bien râpé. C'est quand même le béton, c'est quand même mieux.
Ah oui, 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 c'est clair. Mais c'était l'esprit pur du surf, de toute façon, les turns, Bien les, sûr. les virages, la courbe. Et puis les figures d'époque, c'était vraiment très proche du surf parce qu'il y avait ce qu'on appelait les fameux hangten. Il y avait Bien les sûr. marchés sur la planche. C'était vraiment les trucs de base de l'origine du freestyle actuel, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça, bien sûr. Et les nose wheelie. Alors moi Ça, j'ai une question pour toi, Alain. Alors je sais que tu as écrit T'as écrit combien de livres sur le surf? écoute, je crois que j'en ai écrit 10. Ouais, Ah ouais, oui. ouais. Et t'as jamais écrit de livre sur le skate? Alors, j'avais un projet, mais je m'estimais pas assez bon. Ouais. Avec De Coster, avec Eric Gros, je crois. Pas Ouais. Eric pour écrire, mais Eric avait Pour toute les sa infos. collection à Hawaii Surf. Ouais. Et on avait eu l'idée avec Gérard, parce qu'on avait fait un bouquin avec Gérard sur sa collection, ça s'appelait Surf Collection. Et on s'était dit, et puis on s'était dit pourquoi on ferait pas Skate Collection. Et donc on avait commencé à bosser, on avait commencé à récupérer tous les skates, vraiment faire une histoire qui était assez marrante. Mmh. Et puis on avait laissé tomber parce que le bouquin n'avait pas trop marché, c'était la martinière, ils n'avaient pas voulu continuer. Mais on avait commencé, et avec la collection d'Éric Gros, la collection de Gérard, et moi j'étais censé écrire, et on aurait fait Skate Collection, donc ça n'aurait pas été une histoire vraiment historique, mais ça aurait été toutes les boards, les objets, avec en filigrane l'histoire, quoi. On avançait au fur et à mesure. Mais il y en a des beaux, hein, des bouquins. Moi, j'en ai 2 ou 3 bouquins de Ah oui, skate. oui, oui. C'est Donc vrai voilà, on qu'Eric, l'a pas fait parce collection. ça n'a pas suivi au niveau de l'édition, mais c'était un projet. Et pourquoi pas une BD de Oh, skate? Ah, moi, je fais une BD sur le surf, là. Bah ouais, justement, c'est pour ça. Si tu as Mais fait sur le surf, tu peux faire sur le skate. moi, j'avoue que le surf et le skate, je suis un peu. Enfin, surtout le surf. Tout ce qui est écriture, tout ce qui est machin, film et tout. J'ai fait ça toute ma vie et je Ouais. suis moins excité, quoi. Et j'avoue que là, on me propose des trucs et depuis quelques années, je refuse parce que je ne le sens pas. Mais ça reviendra peut-être. Et cette BD Skate, le surf, c'est la dernière que j'ai faite, c'était en 2019. Elle est Ouais. sortie l'année dernière, il a fallu 4 ans, c'est très très long. Et c'est pas venu de moi. Comme la plupart des trucs, ça vient pas de moi. Ça vient de mec qui m'approche. Et lui, c'est un dessinateur qui s'appelle Renaud Garetta. Il m'appelle un jour et je partais en bagnole, donc je laisse écouteur. Et comme j'avais des projets qui avaient merdé un peu autour du surf, de bouquins, de dessins, d'illustrations, il commence à me raconter son truc. Ouais, alors moi je fais des BD, je suis scénariste aussi, mais là le surf je le sens pas. J'ai pensé à vous, je m'étais dit lui il doit pouvoir. Puis voilà quoi, je note son nom, je dis ouais, on se rappellera. Et puis de soir, je rentre chez moi, je me dis comment il s'appelle le mec déjà? Renaud Garetta. Je fais merde, Renaud Garetta, je fais pas un truc à lui. Et j'avais plein de BD, je suis pas très BD, mais j'avais un BD qui s'appelait Profession reporter de journaliste qu'il avait dessiné, que j'adorais. Et moi, j'adore la MotoGP, et c'est lui qui avait fait les BD de MotoGP. Donc je fais allô, ouais, on fait la BD, on fait la BD. Trop content avec ce mec, j'étais trop content parce qu'il dessine de ouf, hein. Il dessine années 70, c'est ce qu'il fallait. Et donc voilà, il m'a dit, dis donc voilà, ok, BD de surf, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, tu sais quoi, ton dessin, il est très 70, et moi, raconter le surf maintenant, non, quoi. On va faire une histoire qui se passe en 69-70. J'ai écrit l'histoire, on a sorti la BD, j'ai terminé décembre 2019, lui, il a dessiné en 2020-2021. 2022, on devait la sortir et 2022, on devait la sortir, finalement, on sortit l'année d'après. Ce sont des projets où, pour un mec comme moi, ça prend 3 mois, pour un dessinateur, ça prend 2 ans. Et moi, je Ouais. suis super content de cette BD. Elle est trop cool, quoi. Elle est Mhm. jolie, j'adore les images. Moi, j'ai fait une histoire qui plonge quand même aux racines du surf, de la musique, parce que c'est quand même aussi ma passion et ça a été mon métier de journaliste. Donc, dedans, on va à des concerts de Hendrix, des concerts de Santana, on rencontre Janis Joplin. Mais j'ai fait ça dans un vrai contexte avec les vraies dates. C'est-à-dire, le concert de Santana au Fillmore, c'était ce jour-là. Jimi Ouais. Hendrix à Waikiki, à Maui, c'était ce jour-là. Donc, l'idée, Donc, c'était. ton héros, il a rencontré Jimi Hendrix, c'est ça ou Ouais, alors il rencontre Janis Joplin, il rencontre le Dead dans leur maison et tout ça. Je trouvais ça marrant. En fait, j'ai mélangé, je sais pas, on sort un peu du skate, mais j'ai mélangé la vie de mon copain François Lartigot qui était parti en 69 en Australie, en Indo, qui a fait un voyage de ouf, qui est revenu 10 ans après, et Alain Dister, qui était un photographe que j'ai rencontré journaliste quand j'ai commencé le journalisme, musique, et moi j'étais à fond dans la musique, et il me racontait qu'il était en 68-69 à San Francisco et que sa petite amie c'était Janis Joplin. J'étais là, waouh, le mec, quoi. c'est Et il génial. avait documenté tout ça, il a fait plein de photos d'Easter, il est décédé.
Et je me suis dit, ben, je vais faire la synthèse de ces deux mecs, c'est-à-dire le surfeur de Biarritz qui part, qui va en Californie parce qu'il a rencontré des mecs à la côte des Basques, comme le début du skate. Les mecs lui disent, viens, il part là-bas parce qu'il faut partir d'ici, parce que ça sent pas bon, parce qu'il fume un peu trop de pétard. Et là-bas, le mec lui dit, écoute, on va surfer, mais tiens, j'ai une copine, elle est trop sympa, elle habite dans un quartier qui s'appelle Ashbury Heights, c'est donc au novembre-décembre 69, elle va te faire découvrir San Francisco. Et elle arrive, et puis, hey, ça va Jimmy, ça va Janice, elle connaît tout le monde. Et lui, il est comme un ouf. J'ai essayé de retranscrire ce que ces deux mecs m'ont donné, quoi. Et voilà, et la BD, donc elle s'appelle Hippie Surf Satori. Et c'est vrai que Renaud a super bien dessiné le surf, il a bien dessiné mes personnages. Enfin, mes personnages. Moi, je ne voyais pas la tête qu'ils avaient. Imagine quand ils m'envoyaient des mails et que je voyais les premières images de mon héros, des gens. J'étais comme un ouf, quoi. Ça a été une super expérience. Vraiment, la BD, c'était top à faire. C'est génial. Voilà, ça Alors, également au niveau production, je sais que tu as fait plusieurs films de surf et tout, mais jamais de skate. Enfin, parce que je sais que tu étais présent lors de la première compétition de skate à Bayonne en 70, bien sûr. 77, 78. Et Avec donc ma là, tu étais caméra. avec une caméra, tu avais une caméra et tu as tout filmé. Mais 16 qu'est-ce qui s'est mm. passé avec 16 mm? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces films? J'ai filmé du surf, du skate comme un taré, j'étais tout seul. Et tu sais, il y avait les bandes, ça durait 3 minutes. Après, j'avais un gros Ouais. magasin, donc je pouvais mettre des trucs de 10 minutes. Et tu sais, tu les changeais, c'était dans le noir. Donc, tu as un tissu, tu mets tes mains, et puis là, dans le noir, voilà, c'est ça. Mais j'étais tout gamin. Et donc, tu vois, en haut, là, les oreilles de Mickey, tu les mets dans un sac et tu enlèves sans rien voir, tu enlèves la bande, tu la mets dans une boîte noire, tu la fermes avec du scotch et tu mets l'autre. Donc, déjà, ça te prend 1 heure. Donc, déjà, ouais. tout. Mais c'est parti, je ne sais pas ce que sont devenues ces bandes. Mais c'est vrai que moi, j'ai filmé ça. Et puis après, effectivement, je n'ai pas fait de films de skate, mais j'ai beaucoup fait de films de skate pour les marques. C'est-à-dire qu'à un moment, Ouais. j'ai travaillé vachement. Ça, c'est plus tard, quand j'avais ma boîte de production. C'est à partir des années Zuma? à partir de 2000, 99. J'ai bossé en particulier pendant 2 ans pour Arnett. Et Arnett avait des teams, Team Skate, Surf, Snow. Et on les suivait à travers l'Europe. Et tout ça, c'est vraiment cool. Et donc, je suis parti avec plein de skateurs au Portugal. Je suis parti. Donc, ça, c'était cool. J'ai filmé plein de skates à cette époque-là. Et comment tu vois toutes les vidéos qui ont été faites par Powell, qui sont des vidéos extraordinaires? Ils en ont fait une dizaine, et c'est vraiment dans les années 80 ce qui a relancé complètement le skate, quoi. Ah, T'en c'est as ouf. vu quelques-unes ou pas, Ah ouais, mais ou moi j'avais adoré parce que j'étais en plus dedans. C'était mon ouais. boulot. C'est-à-dire que je filmais et puis les mecs avec qui j'étais, ils me disaient non, mais attends, il faut regarder et tout. Donc on regardait. Et puis Ouais. Dogtown, ça a été un choc quand même, quoi. Première fois que j'ai vu Lords of Dogtown, j'étais là, mais non, quoi. Parce que j'étais en Californie, moi, à cette époque, j'ai traîné, j'ai vu les balls et tout ça. Je me dis, mais non, mais les mecs, quelle bonne idée, le film est super. Voilà, non, mais je les ai regardés, ces vidéos. Maintenant, je ne regarde plus, mais à l'époque, je me suis dit, les Ouais, mecs, ouais, ils maintenant, ouais. insufflent un air totalement nouveau euh, dans le skate, mais aussi dans la réalisation. C'était complètement dingue, comme Taylor Steele avec le surf. Quand Taylor Steele est arrivé à faire des vidéos de surf, on n'avait jamais vu ça. Ils ont révolutionné, il a révolutionné le style. Donc c'est bien qu'il y ait des mecs comme ça qui arrivent et qui partent avec un sport et puis qui avec leur caméra inventent des histoires, inventent Ouais. des images, inventent des Ouais. couleurs. Et moi j'étais à fond ça, vachement bien. Ouais. Ils Et avaient le puis, truc pour sublimer l'action, la Tout à fait. discipline, les prises de vue incroyables, les zooms, les ralentis, les montages étaient extraordinaires, quoi. Exactement. En fait, ils se faisaient vraiment chier. Alors que nous, peut-être, je sais pas, on se faisait pas trop chier. On se disait, bon, ben, le skate et le surf en soi, c'est déjà génial. On va les filmer. Eux, ils sont arrivés, ils se sont dit, non, non, on va faire un vrai travail sur l'image et le montage et ça va péter 2 fois plus. Et ils avaient raison, bien sûr. alors le film dont tu parles, c'était Lords of Dogtown, c'est ça? Ouais, C'est le film où on voit, qui raconte l'histoire de Tony Alva et toute l'époque, toute l'histoire des Z-Boys, quoi. ouais. Et c'est un bon film, non? Est-ce que c'est un film populaire? Non, pas vraiment, non. Aux C'est parce que États-Unis. nous, on adore ça parce qu'on voit ça, on les a connus à l'époque, on se dit ouais, Ouais. c'était vraiment comme ça, quoi. Je sais pas, moi, je demande à Thierry, mais moi, je pense qu'aux États-Unis, en tout cas, moi, j'étais aux États-Unis, les mecs, c'était comme des oufs, quoi. Ah ouais, ouais, C'était ouais. fou. Parce que c'était leur culture. C'est-à-dire que les Ouais, c'est Angelenos, ça. les mecs habités en Californie, ces gamins, ils les voyaient tous les jours. Ils les voyaient dans la piscine vide de leurs voisins et tout. Nous, c'était quand même un peu plus exotique. Mais aux États-Unis, ça a bien cartonné. Hein. Mhm.
Alors, quand tu étais à la télé, quand tu as fait Culture Rock ou Nulle part ailleurs ou Yoz, t'as jamais voulu mettre un petit peu de skate? Du surf, tu l'as fait un petit peu, un tout petit peu, non? Mais En fait, moi, j'ai passé mon temps à aller voir les chaînes et tout où j'étais, leur dire, les mecs, le surf et le skate, c'est une vraie culture et tout. Faut faire une émission, faut faire. Je me suis toujours fait têche. Après, parce que c'était pas assez populaire. Après, j'ai fait ouais. la série L'Esprit du surf, 4 heures là pour la 5, qui avait très bien marché. Il m'arrivait de faire des trucs. Et puis ensuite, je suis parti à Eurosport. J'étais avec une fille qui s'appelait Lorenza Radici et tous les deux, on a produit une émission qui s'appelait Yoz et qui a duré quand même des années, qui a été, moi je suis parti après pour revenir ici, mais ça a duré des années, qui était diffusé dans 50 pays et on a mis gavé de skate, on a mis du skate, du snow, du surf, on mélangeait tout et l'émission Yoz a bien marché. Mais moi je tournais pas de trucs, on récupérait des docs et on les traduisait, on les mettait dans l'émission. Mais c'était cool, on recevait des super programmes. Donc là, c'est une émission où j'ai pu vraiment travailler la glisse. Le reste du temps, moi, partout où j'étais, les mecs m'ont dit non, mais ça va quoi. Je suis arrivé à Canal à l'époque, quand je suis arrivé à Canal à Nulle part ailleurs, j'étais monté voir Charles Bietri, qui est malade maintenant, mais Charles était le patron. Charles m'a dit, mais on s'en contrecarre de ton truc. Il me dit, d'abord, on n'en fait pas. Il me dit, tu vois, machin, là, il adore la corrida, il y a une émission de corrida. Moi, j'adore ça, il y a ça. Il y a tel mec de Canal, il adore la pétanque, il y a la pétanque. Mais il m'avait dit ça comme ça. Il m'a dit, mais le surf et le skate, on s'en fout, non, on n'en fait pas, on connaît rien. Donc, ton truc, tu peux. Bon, voilà quoi. Mais j'ai essayé. Après M6, j'ai essayé aussi. Et Ouais, puis, ouais. à un moment, j'ai un peu lâché la télé, je suis parti travailler avec Nagui. Et puis après, Mhm. j'ai fait 4 ans T'as fait au sport. Taratata, c'est ça, non? Hmm. Taratata? Ouais, ouais, en fait, c'est une longue histoire. Mais effectivement, Nagui, comme je faisais de la télé, avait pensé à moi pour le remplacer parce qu'il partait à TF1. Et France 2 avait refusé, voulait une fille. Donc, il m'a dit, ça fait rien, tu restes là, tu vas faire la prod de l'émission si tu veux. Donc, j'ai fait la prod de l'émission et pas mal d'autres choses. Et ensuite, je suis arrivé un peu marre, je suis parti à Eurosport et je suis allé voir le mec d'Eurosport. J'ai dit, vous savez quoi, la glisse, là, les mecs, là, vous êtes à côté. Ah, mais si tu veux la faire, ouais, je vais la faire. Eh ben, on a une jeune fille qui s'appelle Lorenza, là, et on a travaillé tous les deux. On a dit, on a monté l'émission, on a monté l'équipe, et on a fait cette émission qui a duré. Moi, je suis parti au bout de 3 ans. Lorenza, elle est restée bien plus, et l'émission a duré 7-8 ans. Yoz, c'est Youth Only Zone, c'était vraiment l'émission de glisse d'Eurosport. Et c'était marrant parce que nous, on la Ouais. faisait. On faisait la voix, moi je faisais la voix française, il y avait un anglais qui faisait l'anglaise, etc. On faisait Mhm. 4-5 voix live. Enfin, live, non, justement, enregistrées, calées. Et le reste, on envoyait à tous les pays d'Europe l'émission avec le script. Mais les mecs, ils n'en avaient rien à foutre, ils ne le traduisaient pas. Ouais, c'est Donc, ça, on ouais. avait des Roumains ou des Grecs qui voyaient du surf ou du skate, ils traduisaient, mais ce qu'ils voulaient. Et des fois, on avait des mecs d'Eurosport qui parlaient les langues-là. On regardait l'émission, mais ils étaient pliés de rire. Ils me disaient, mais ils racontent n'importe quoi, les mecs. Nous, on avait fait un truc en disant, tiens, voilà, là, c'est machin en surf qui fait un cutback et tout. Et le mec est. Ouais, ouais, alors il s'amuse très bien sur sa planche de surf et c'est très cool. Enfin, les mecs, c'était tellement drôle. Mais nous, on bossait, hein, on faisait vraiment des trucs sérieux. On a eu plein de films de skate, des US, de partout qui étaient vachement bien. Est-ce que tu as eu des connexions avec les fameuses nuits de la glisse? Non. Oui, Non, oui, bien sûr, je le connais, mais voilà. d'accord. Je peux avoir un joker. Oui, tu as le droit d'avoir un joker, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans l'esprit Mais très beau des boulot, hein. générations Il fait du plus. très bon boulot. Il fait du Ouais. très bon boulot, ce sont des images de ouf. Voilà, quoi. Mais vraiment, il fait du bon boulot, il n'y a pas à dire, quoi. Alors, pourquoi tu es parti de Paris et pourquoi tu es revenu sur la côte basque et pourquoi tu as créé Zuma? Eh ben voilà, t'as tout dit. Non, Pourquoi? non, je Moi, te je pose la suis en question. Liban. Et, Ils ne connaissent et pas, ils pourquoi sont pas, mon un cher peu. Xavier? Les gens s'en foutent, ils doivent se dire pour l'autre mec. Non, ben moi je suis né ici, j'ai grandi ici, je faisais du surf comme un ouf. Au bout d'un moment, je faisais un peu, je me suis dit, merde, quoi, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je vais foutre ici, quoi? Il n'y avait rien hein, à l'époque. Pas un troquet, pas une mobilette, hein, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, ça bougeait l'été, et à septembre, bam, hein, tu Ouais, connais, ça tombait et tout. ouais. Donc je suis parti à Paris, j'ai eu la chance, j'ai fait des trucs, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je fais du cinéma, assistant réalisateur, je suis photographe et tout. Un jour, on m'a proposé de passer à la télé, je suis passé à la télé, etc. etc. Et voilà, et puis cette histoire d'Eurosport. Puis en 99, je m'étais juré de rentrer avant l'an 2000 ici. Puis un matin, j'ai dit, ben, let's go, quoi. J'ai dit, mais putain, je suis à Eurosport, c'est bien l'émission, mais on avait des horaires, ce que je voulais pas. On montait le matin à 5 heures du mat ou le soir à 23 heures. Donc il fallait y aller. Moi, j'ai une gamine, c'était le bordel. Un matin, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, je repars ici. Donc je Ouais. repartais ici. Et là, comme à 18 ans, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Je n'avais aucune idée. Et je me suis dit, ouais, je sais quand même faire des films, écrire des articles. Écrire des articles, je vais crever de faim.
je montais une boîte de prod. Donc, j'ai monté une boîte de prod, je ne savais même pas comment on fait. On m'a dit, il faut déposer des statuts, mais j'en ai le cabis, enfin, tous ces trucs-là qui sont. J'étais là, qu'est-ce que c'est de ces trucs-là? Un pote m'a aidé, j'ai monté une boîte de prod de production et je me suis dit, glisse, c'est clair, je sais faire, mais je reste ouvert à tout. Et mon premier client, ça a été Philippe Vergès d'Arnette, qui s'était fait planter, qui toutes les semaines livrait à Eurosport, à l'émission Yoz, des sujets, et qui s'était fait planter par une boîte qui s'appelait Migou, qui était une boîte dans les Alpes, avec le mec qui n'était pas très sympa. Et donc, il m'appelle le jour où j'arrive ici. Je reviens ici, je me dis, bon, j'ai rien. J'ai ma maison que j'avais trouvée, où je suis toujours, des cartons, il neigeait ce jour-là, 15 janvier 99. Et Vergès, dis donc Alain, on s'est croisés au mois de novembre, tu m'avais dit que tu montais une boîte de prod, t'es prêt? Ah ouais, je suis prêt. Mais j'avais rien. J'étais arrivé la nuit, j'avais rien. Bon, ben écoute, les mecs qui m'ont planté, il faut être à la Mongie ce week-end. Il y a Axel Poporté, Darius Erichian, tous ces mecs-là de snowboarders, ils sont là, il faut aller les filmer. Qu'est-ce que je fais? J'avais un pote à Bordeaux qui est venu avec un caméra, on s'est démerdé, j'ai fait le montage chez un mec. Enfin bref, ça a commencé comme ça. Et donc c'était drôle parce que mon premier boulot, ça a été faire des films pour l'émission que j'avais créée. Donc c'était rigolo, quoi. Et Lorenza était toujours là-bas, donc elle recevait mes films. Et on a fait du skate, on est allé au Portugal, on a fait du skate, du snow, du surf. On a fait plein de trucs avec Zuma. Et ça a duré 12-13 ans. Puis au bout de 12-13 ans, je me suis retrouvé dans un truc où il fallait, et encore, et l'URSSAF, et le machin, et les trucs. Oh là là, ouais. J'ai dit, c'est bon, avoir une boîte, c'est super, mais au début, c'était cool. Bon, franchement, ça a été un truc de ouf. Parce que je suis tombé à une époque avec Zuma où moi, c'est vrai que j'avais fait pas mal de films de surf, que je connaissais bien ça, que j'avais fait plein de trucs. Et les mecs ont attendu pour me faire bosser. Par contre, quand ils m'ont fait bosser, c'était un truc de malade. Parce que la première année, j'ai dû aller de Bidar, Guétari, au Portugal pour le surf et le skate, et je suis revenu. L'année d'après, on est allé à Fidji, en Australie. C'est dingue, quoi. Aux États-Unis, à Hawaï, en Afrique du Sud. Et là, parce qu'il y avait tout d'un coup des compètes, et là, ils avaient besoin d'équipes. Et tu sais, un truc qui était ouf, c'était qu'à l'époque, il y avait, maintenant on s'en fout, c'est tout est digital. À l'époque, tout est numérique. À l'époque, il y avait le NTSC et le PAL. Ouais. C'est-à-dire que tu mettais une cassette dans la caméra et ce n'était pas le même chiffrage. Donc, en fait, plein d'équipes d'ici, les marques d'ici, Quick, Oxbow, Billabong et tout, ils ne voulaient pas bosser avec des ricains parce qu'après, quand ils récupéraient les bandes, elles étaient illisibles. Et moi, ça a fait mon bonheur parce qu'ils ont dit, toi, tu y vas. Donc, je tournais en PAL avec mon équipe à travers le monde et donc on montait ici, on pouvait utiliser les images. Ça, c'était cool quand même. Alors, voilà, je te remercie beaucoup pour cette heure. Une dernière question pour terminer l'émission. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques et il y a le skate aux Jeux Olympiques. Alors, le skate et le surf aux Jeux Olympiques, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que tout le monde en parle, quoi. Moi, je me mets dans la tête, j'en connais la plupart dans le surf, je me mets à la tête des mecs et des nanas qui font ça, quoi. Ça va être un kiff énorme. Après, moi, en tant que spectateur, ouais, j'ai regardé le surf, je vais encore le regarder. Je m'en fous un peu, quoi. Et le skate, je vais regarder pour le plaisir de voir du bon skate. Après, savoir que c'est rentré dans les Jeux Olympiques. Le skate, c'est plus facile quand même à juger. Il y a quand même des tricks, il y a quand même un truc à faire. Le surf, tu vois, ça fait 30 ans, 40 ans que je fais des compètes de surf pour tout le monde. J'ai vu des millions de vagues. Et ouais, alors je connais par cœur, je sais le mec qui va gagner, qui va perdre. Donc, il y a effectivement une efficacité de jugement. Et de l'autre côté, c'est tellement la loterie, le surf. Le skate, non, tu as le même parcours pour tout le monde. Donc, à la rigueur, tu peux Alors, bien sûr, après, il y a le côté rebelle de tous ces sports. Il y a longtemps qu'il a disparu. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? C'est comme ça, quoi. Je ne veux pas commencer à dire, ah ouais, on va revenir au truc d'antan. Non, ça c'est devenu mainstream. Ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, voilà, moi, pour le surf, je me pose la question, depuis toutes les compètes de surf que j'ai filmées des centaines, les juges, comment les juges décident, quoi. La preuve, il y a 5 juges, ils prennent que les 3 notes du milieu. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros panel. Mais je regarde. Là, j'ai regardé. Là, je vais regarder Collie. J'ai regardé avant-hier Johan qui s'est fait battre par Collie. J'ai vu les filles. J'ai vu Medina avec sa putain de vague là qui était de ouf. Mais je regarde ça comme du surf. Je regarde pas ça comme un. Je me dis pas tiens lui il va avoir un 9,42 quoi. Je m'en fous. D'accord. Ben, merci beaucoup Alain. Je ne sais pas Thierry si tu as une dernière question et ensuite on va clôturer cette émission. Moi, je voulais remercier Alain d'avoir participé avec nous ce soir parce que vraiment, c'est aussi un sacré personnage historiquement parlant. Et il a quand même dans son ADN imprégné depuis longue date
toute cette fibre de la glisse, avec une majorité bien évidemment sur le surf, son cheval de bataille. Et je le remercie infiniment d'avoir pu aborder quelques petites anecdotes sympathiques sur les débuts du roll surf, du skateboard. C'était toujours une page historique sympathique. Et puis, en lui souhaitant effectivement bon vent sur la côte basque, avec encore des projets, parce que c'est des projets, on en a tous besoin, on est des créatifs et ça Oui, nous c'est tient. clair. Voilà. Non, mais merci à vous d'avoir pensé à moi. Quand Thierry, tu m'as dit, je dis ouais, c'est sympa parce que c'est un côté pas trop nostalgique, mais raconter ces histoires que peut-être Oui. peu de gens connaissent, en particulier tout ce skate, tout ce début, le roll surf. Et puis j'avais les photos, c'est marrant d'avoir des photos, c'est surtout ça. C'est assez rigolo d'avoir des documents. La carte de Biarritz Surf Club de Jim, c'est quand même rigolo. C'est génial. Ah, c'est génial. Je vais lui envoyer. Il fait partie des mémoires. Voilà. Ouais. C'est ça. Je pense que tu vois, c'est évidemment, on a l'impression d'être des vieux croutons, des vieux tontons qui racontent leurs histoires d'il y a 50 ans. Mais bon, je pense que c'est important pour les jeunes maintenant qui savent pas quoi. Ils ont l'impression que le skate a commencé à 10 ans ou 15 ans peut-être, tu vois. Et il faut leur dire, bah non, ça a commencé dans les années 60, tu vois, ou même il y en avait même un petit peu dans la fin des années 50, tu vois. Et il y a des tas de gens qui ont travaillé pour ça et c'est monté, ça s'est écroulé, c'est monté, ça s'est écroulé. Donc, ça a vraiment une grande histoire. Le skate et le surf, ça a une grande histoire, tu vois. Et il faut en parler. Il faut que les gens de maintenant, ceux qui sont accros au skate, sachent que ça fait 50 ans que ça existe, quoi, tu vois. Largement. Tu sais quoi, parle-en à Thierry Dupin, dis-lui d'en faire un bouquin. Ce serait une bonne idée, ça. Ouais, oui, mais le problème de Thierry, c'est qu'il va mettre 6 ans pour écrire le bouquin. Alors donc. Non, mais c'est génial d'en avoir fait un bouquin, il fallait. Oui, au moins laisser une trace écrite, parce que les paroles s'envolent, comme on dit. Hein. Voilà. C'est beau de terminer avec de la poésie. Bon, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup, Alain. Merci Thierry. Beaucoup, Alain. On se retrouve samedi prochain à 18h. Porte-toi bien. Salut Xavier. Au revoir.